Donc cette série de conférences, elle s'appelle RES, Recherche environnementale sur la société. C'est le thème de l'ours qui a vu l'homme. Et donc on en est aujourd'hui à la 8e séance, si on compte la séance 0, dont vous avez lu le texte. Les questions que je me pose dans ce cycle de conférences sont complètement liées à la question de la posture et du cheminement du chercheur. En exergue, j'ai mis cette phrase de Guy Debord pour distinguer artificiellement, c'est-à-dire quitte à distinguer artificiellement lutte théorique et pratique, il est sûr que le cheminement obscur et difficile de la théorie critique devra aussi être le lot du mouvement pratique agissant à l'échelle de la société. Cette citation, elle entend ici signifier deux choses. La première, c'est la connexion insécable entre théorie et pratique. Et la deuxième, c'est que dans la conférence initiale du cycle, mon constat, c'est de dire qu'il faut passer à une nouvelle phase des attitudes théoriques des chercheurs vis-à-vis de la critique. Et le passage de cette nouvelle phase, il suppose aussi de réexaminer la période critique du surplomb, en gros les années 50 à 70. Cette citation nous y invite. Donc, dans le cycle, j'ai proposé, et je continuerai à proposer, d'abord un travail de réflexion théorique qui est aussi pratique. On est dans une optique d'analyse institutionnelle ici. Ensuite, des approches thématiques sur la recherche d'un nouveau pacte critique, sur l'analyse des rhétoriques qui régissent notre champ de recherche autour de l'environnement, surtout l'environnement sous l'emprise de l'agriculture, qui est un petit peu notre champ en fait. Sur l'analyse des fondements institutionnels de nos champs de recherche, parce que aucun d'entre nous n'est un chercheur hors institution ou dégagé des institutions, et donc j'essaye d'analyser ce que signifient ces socles institutionnels qu'on oublie sous nos pieds. Sur l'implication du chercheur comme analyste et sur le lien entre les contenus théoriques des recherches et l'implication pratique des chercheurs. Voilà les thèmes à aborder. Alors aujourd'hui, quand vous posez la question des postures et cheminements, vous rejoignez cette question de l'implication du chercheur. Est-il impliqué et dans quoi et dans quel pli? C'est ça la question, avec un des mots-clés du cycle de conférences, c'est dedans, nous sommes dedans. Le but de la séance, c'est de mettre en discussion une intervention, à savoir mon travail sur le dossier de l'ours dans le Béarn. Et je ne vais pas passer tout l'exposé sur l'ours, je passerai la moitié sur l'ours, et l'autre moitié à réfléchir sur cette intervention, en mettant en discussion ce qui constitue le modèle de référence de l'implication du chercheur dans les sciences de gestion, mais de manière plus large aussi, à savoir la recherche-intervention. C'est en partant de la discussion de ça qu'on pourra tirer des conclusions de cette histoire d'ours. Ce que j'essaierai de montrer, c'est que les modèles de recherche-intervention, qui ont été développés essentiellement pour intervenir sur des organisations au sens organisation fermée, posent problème quand il s'agit d'intervenir dans des espaces publics, et que c'est ces problèmes-là que notre groupe de recherche travaille à régler depuis 10 ans ou même avant. Donc je vais procéder en 2 étapes. Une demi-heure sur le dossier de l'ours, une demi-heure sur la recherche-intervention. Alors, sur le dossier de l'ours, je vais vous faire un récit. Ça va être un récit assez rapide. Je vais vous faire un récit qui est appuyé sur une série de textes, mais qui raconte plutôt le mode d'intervention qui a prévalu dans ce dossier. D'abord, l'histoire commence en 95 et il est important de signaler quelques antécédents. Le premier, c'est que, en gros, de 79 à 95, et surtout au début des années 80, j'ai collaboré avec Henri Olagnon et d'autres dans le cadre du développement de la gestion patrimoniale. Gestion patrimoniale qui préfigurait, il y a 25 ans, le modèle à la fois théorique et pratique d'apprentissage et d'action collective, qui est aujourd'hui le modèle dominant dans notre champ, de ce que devrait être la mise en gestion des problèmes publics. En même temps que je participais à la promotion de ce modèle, qui en 80 était révolutionnaire et qui aujourd'hui est la vulgate d'une certaine façon, à partir de 82, je suis rentré dans une posture de vigilance critique vis-à-vis des dérives qui sont inscrites de manière latente dans ce modèle théorique et pratique. Et du coup, j'ai poursuivi 2 pistes de recherche en même temps, sur la négociation,
pour aller dans le sens de la construction collective et de l'apprentissage collectif, mais aussi sur une analyse stratégique qui ne repose pas sur les mêmes cadrages théoriques que l'approche patrimoniale ou l'approche en termes d'apprentissage et d'action collective. Autre antécédent, dans les discussions entre ornithos ou naturalistes, l'ours c'était la référence mythique pour ceux qui aiment la faune sauvage, et on me disait, tu sais, il paraît qu'il y a 25 ans, il y a un type qui s'appelle Jean-Jacques Camara, il paraît qu'il a vu des ours, qu'il a fait des photos d'ours, etc. Autre référence, en 1992, et 91 et 92, les triomphes d'Henri Olagnon avec son audit patrimonial sur l'ours. Je me rappelle d'un dîner pendant où il nous a présenté sous un angle tout à fait héroïque son intervention pour faire surmonter le conflit collectif sur l'ours du Béarn. Ensuite, il est venu présenter dans un module que j'animais à l'ENGREF cette intervention. Et pour la première et la dernière fois dans mon expérience à l'ENGREF, j'ai vu un intervenant recevoir une standing ovation. Une fois qu'il a expliqué qu'on pouvait tout avoir, rendre tout le monde content, les étudiants se sont levés et ont applaudi comme un seul homme. Et puis en 95, ça faisait 5 ans dans le cadre d'ASCA, qu'on faisait des interventions innovantes pour mettre en place les modèles pratiques de gestion négociée et partenariale avec les premiers plans municipaux d'environnement, les plans départementaux d'environnement, le plan de gestion de vallées inondables du Val-de-Saône, etc. Donc j'étais activement impliqué dans le développement de ce modèle de gestion planifiée, négociée, partenariale. En 95, appel d'offres de l'IPHB pour une étude. Alors l'IPHB, c'est l'Institution patrimoniale du Haut-Béarn, qui a été mise en place en 93 et 94 et qui reposait sur un diagnostic dans le rapport d'audit patrimonial d'Henri Olagnon. Je vais vous lire ce diagnostic parce qu'il est au cœur de la discussion. Nous sommes convaincus que la racine des problèmes... Alors donc, ce diagnostic, c'est que la racine des problèmes d'environnement en général et de l'ours en particulier réside dans une mauvaise communication entre les acteurs. Une communication qui serait obérée par l'omniprésence de l'État. Et donc Henri Olagnon écrit dans son audit, une fois que la règle du jeu sera transformée et clarifiée, beaucoup d'innovations vont voir le jour, ce qui permettra de poser les problèmes les plus insurmontables de façon différente, tout en prenant en compte les vœux des différents acteurs. Donc la théorie d'action, c'était de dire, c'est l'État qui essaye de faire boire un âne qui ne veut pas boire, ce qu'il faut c'est arrêter ça, rendre autonome la gestion de l'ours dans le Béarn, et ensuite ça va ouvrir un espace de possibles et de créativité énorme qui va permettre de satisfaire les différents acteurs. Du coup, la fondation de l'IPHB avait remis le traitement de la question de l'ours, comment on va faire pour les ours, à une étude pour laquelle il y a eu cet appel d'offres international. Le but de l'étude, c'était de refaire un diagnostic avec un regard extérieur sur les possibilités d'action une fois réglée la situation institutionnelle, et deuxièmement, de faire certifier la gestion locale. L'idée, c'était de dire, c'est pas à l'État de dire comment il faut de diriger au jour le jour la gestion comme en régie, c'est l'institution locale qui doit gérer, et de temps en temps, il doit y avoir une certification extérieure internationale. Du coup, j'ai répondu dans le cadre d'un groupement où il y avait ASCA, chef de projet Xavier Poux, Servin, qui était un expert très reconnu en matière d'ours américain, et où moi j'intervenais comme professeur à l'ENGREF, je venais de rentrer comme prof statutaire à l'ENGREF. Donc on arrive avec tous ces antécédents sur la gestion patrimoniale, sur l'ours, ce diagnostic, et pour une tournée de terrain de 4 jours, au cours de laquelle les dirigeants de l'institution patrimoniale nous ont fait faire entre 1500 et 1800 mètres de dénivelé par jour, parce que eux, ils avaient bien compris que la pratique et la théorie, ça allait de concert, et que pour nous faire comprendre qu'il fallait construire des pistes, ils n'ont pas essayé de nous convaincre par des arguments. Ils ont fait marcher Servin, qui avait 8 heures de décalage horaire, 1500, 1800 mètres de dénivelé par jour pour faire rentrer le message. Mais le soir, quand on revenait et qu'on débriefait les entretiens du jour, ça a été le choc, parce qu'il apparaissait que le diagnostic de l'audit patrimonial était faux. Un des points clés du diagnostic de l'audit patrimonial, c'est qu'il y était écrit
En 40 entretiens, je n'ai rencontré personne qui veuille la mort de l'ours. Ce qui, effectivement, étayait l'idée que le dossier de l'ours souffrait du côté conflictuel. Or, en 10 entretiens dans ces 4 premiers jours, nous sommes tombés sur à peu près 4 personnes qui étaient déterminées à faire en sorte que l'ours disparaisse des vallées. Donc ce point était évidemment crucial. Le deuxième point... Alors voilà, donc, mais le deuxième point crucial, c'est que on a, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des recherches de type intervention, on discute avec des gens qui sont les porteurs d'un problème. Et dans cette discussion, on entre en communication avec eux sur le problème. Il y a un dialogue qui se fait sur le problème. Et ça, pour la première et la dernière fois de mes activités, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on a essayé de parler avec eux de leurs problèmes. Et aucune forme de communication ne semblait indiquer qu'ils soient investis dans ce problème de l'ours ou qu'ils soient disposés à discuter du problème de l'ours. C'est très exceptionnel ça, en recherche-intervention. La troisième chose, c'est qu'un des élus qui a lancé le système a expliqué lors d'un entretien qu'une fois que les ours auront disparu, que les ours sont un thème d'animation et de financement transitoire de développement local, et qu'une fois qu'on aura disparu, on passera à autre chose. Donc, le terrain contredit immédiatement, frontalement, la problématique affichée par les commanditaires. On continue néanmoins à exécuter la commande, qui était une grosse commande, avec un diagnostic approfondi des systèmes agraires, de la situation biologique ursine, etc., etc. Et on remet un gros rapport sur la situation. L'IPHB refuse de mettre en discussion le diagnostic. Donc il y a une instance de concertation qui est au cœur de l'IPHB. L'IPHB refuse que le diagnostic soit mis en discussion dans cette instance de concertation. Il refuse de payer. Il instaure une négociation, une médiation sur la question du conflit sur l'étude, mais pendant ce temps-là, il essaye de nous faire dépasser la limite au-delà de laquelle on ne peut plus protester si on n'est pas payé. Donc seule une procédure au tribunal a permis d'obliger à la négociation réelle finalement. On débouche sur un arrêt entre guillemets amiable. Ensuite, l'IPHB refuse de publier le rapport, et c'est seulement 1 an et demi après que, sous pression de la Commission européenne qui avait financé le rapport, après 1 an et demi de pression, l'IPHB publie le rapport, et le jour de la publication, le président de l'IPHB donne une conférence de presse où il ment de manière frontale sur les conclusions du rapport, et ces mensonges sont repris tels quels, sous forme de citation, le lendemain, par la presse locale. Et en essayant de discuter la situation sur un autre registre, plus académique, avec Henri Olagnon, également, je me heurte à un refus de discussion. Donc, dans cette première phase, qui correspondait d'une certaine manière à la situation classique de recherche de terrain contractualisée et intervention, débouche sur une impasse, et je suis passé à une deuxième phase d'intervention, qui, elle, s'est conçue comme une ingérence en réponse à une situation. Quand je dis situation, entre guillemets, c'est pour montrer la polysémie du terme. Je fais référence à la fois à une situation au sens de situation de gestion, comme on utilise dans les sciences de gestion, à une situation presque au sens où on pourrait en parler des situationnistes ou des approches critiques, et puis aussi au sens anglo-saxon, quand on dit en anglais there's a situation here, ça veut dire qu'il y a un merdier, et que quelque part on ne peut pas rester comme ça, quoi. Par ailleurs, cette situation n'est pas que locale, parce qu'au même moment où cette impasse se produit dans le Haut-Béarn, j'ai estimé qu'au niveau national, le mode de travail partenarial, négocié, etc., qu'on avait pendant 15 ans promu avec l'audit patrimonial, avec d'autres approches, était devenu le modèle hégémonique. C'est-à-dire qu'à partir de 1995, en gros, ça venait plus à l'idée de quiconque d'essayer de faire autrement. Et donc que le moment de la critique de ce modèle était arrivé. Moment que j'attendais depuis un certain temps. Et donc j'ai entrepris une ingérence qui avait un objectif double, qui avait comme objectif d'utiliser le cas de l'IPHB où tous les dysfonctionnements possibles étaient poussés à l'extrême comme un cas d'école pour la critique générale des dérives et des pratiques qui peuvent résulter de ce fameux modèle qui consiste à mettre les gens autour de la table pour apprendre ensemble à construire le problème et, pour reprendre une formule de Marc Barbier, belle mais critiquable, pour inventer le gérable.
Et donc j'ai rédigé un gros texte, qui est celui-ci. J'ai fait un grand nombre de cours appuyés sur le cas de l'ours, etc. et de discussions. Au bout de 2 ou 3 ans de ça, je suis passé à une autre étape où j'ai simplement fait un suivi du dossier à travers un réseau de relations par lesquelles j'obtenais les informations dont j'avais besoin et un suivi très précis des dimensions stratégiques et organisationnelles de fonctionnement du dossier. Donc j'ai tenu je me suis tenu à jour sur le développement stratégique du dossier et je me suis engagé dans une série de publications qui avaient été à la fois un objectif de publication académique, c'est les publications dont vous avez la liste sur l'invitation, mais qui correspondaient aussi à ce que je considérais comme l'enjeu majeur, à savoir la publicisation. Pour moi, au cœur de la pathologie du système IPHB, il y a le fait qu'une table ronde d'acteurs s'approprie un problème et entreprend de cacher les conditions de sa formulation et de sa résolution au public et au champ politique ouvert. Et donc, pour moi, la publicisation était absolument indispensable. Ces publications, à mes yeux, elles constituent une intervention dans le champ académique pour mettre en critique le modèle apprentissage action collectif, AAC, et sur la situation ursine. Il est intéressant de noter que la posture que j'ai choisie, c'est de dire l'action, c'est la recherche elle-même. On verra après les incidences en termes de recherche-intervention. Donc, à partir de 2001, il y a un doctorant qui s'appelle Farid Benamou qui est rentré dans le système, qui a étudié le dossier Pyrénées centrales, que je n'avais pas étudié, et qui, par ailleurs, a repris à son compte les analyses du chaos béarnais, mais avec une posture assez différente, puisque lui est beaucoup plus militant-chercheur. Vous l'avez peut-être entendu à France Inter, il y a une dizaine de jours, il est sur une posture différente de la mienne dans l'articulation de l'action et de la théorie. Mon but global, c'était de déplacer le front du débat. Là, je prends une notion qu'on a beaucoup utilisée avec Xavier pour expliquer en quoi consiste ce travail qui est à la fois pratique et théorique d'une critique impliquée. Face à l'hégémonie du modèle apprentissage collectif et à ses dérives possibles, il s'agissait de faire prendre en compte les dimensions de résistance environnementale et le fait que les problèmes d'environnement ne tiennent pas seulement à des difficultés de coordination, mais aussi à des antagonismes fondamentaux de projets sur les territoires. Donc ça, c'est les deux des papiers qui sont dans la pile. Il avait aussi pour objectif de faire prendre en compte l'aspect distributif de ces dispositifs de gestion, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ces dispositifs de gestion font perdre de l'argent du territoire, du pouvoir et de l'écologie à certains, et font gagner de l'argent du pouvoir et du territoire à d'autres, et que tant qu'on reste dans une optique purement intégrative qui consiste à dire on est tous ensemble à régler les problèmes, littéralement on ne voit pas cet aspect-là des interactions qui est pourtant déterminant. Donc ça, c'est un des papiers que je vous indiquais mais qui n'était pas téléchargeable, je vous en ai apporté un exemplaire. Il s'agissait aussi de montrer qu'il est absolument exclu ou du moins qu'on se trompe chaque fois qu'on croit qu'on va pouvoir traduire directement le modèle théorique de l'apprentissage et de l'action collective en un dispositif concret de gestion. Et là-dessus, j'ai écrit un texte qui n'est pas encore publié, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la pile, et dont je vous ai apporté une version avec la discussion avec Bruno Latour, Bernard Calahorra notamment. Le titre du texte résume la thèse. Quand le collectif cosmopolitique, hypostasié en table ronde de gestion, devient machine à exclure l'environnement, l'idée c'est que quand on croit transposer directement, sous forme d'une institution de gestion, les concepts théoriques de la cosmopolitique ou de l'apprentissage et de l'action collective, eh bien on crée des dispositifs de gestion qui ont un potentiel de dysfonctionnement tout à fait important. Dans un autre texte, j'ai essayé de montrer aussi que le modèle prévalent, je joue un peu sur le titre du sur le titre du livre de Callan-Lascumbarth, le modèle agir ensemble dans un monde incertain, qui est un petit peu la vulgate sur laquelle reposent presque tous les travaux et les écrits sur la question, comporte en son sein des dérives latentes, à la fois sur le côté ensemble et sur le côté incertain, et ça j'ai essayé de le pointer avec le texte sur la fabrication de l'incertitude qui est dans votre pile. Et puis
last but not least, j'ai écrit aussi 1 ou 2 textes pour révoquer la rhétorique en faveur, que j'appellerais localiste et agrocentrée, qui consiste à présenter ces dossiers comme s'il y avait d'un côté des sortes d'urbains environnementaux qui ne sont pas au fait des réalités, et de l'autre de bonnes sociétés rurales agricoles qui essayent de vivre face à des mises en cause environnementales. Tout ça, ce sont des dérives latentes du modèle théorique et du modèle pratique de l'apprentissage et de l'action collective, et il ne comporte pas en son sein, ce modèle, de protection possible contre ces dérives. Donc il faut chercher d'autres appuis pour se donner les repères critiques qui permettent d'utiliser le potentiel du modèle apprentissage-action collective sans mais aussi d'en critiquer les dérives, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les modèles théoriques sur lesquels on travaille dans notre groupe de recherche. Si on reprend cette suite de textes en termes d'intervention, je voudrais d'abord dire un mot sur les formes de diffusion. C'est des textes qui ne sont pas sortis dans des publications très diffusées. D'abord, je n'ai écrit aucun texte dans des publications autres que des publications académiques, par choix. Et par ailleurs, les publications académiques qui s'intéressent à ce genre de texte n'ont pas des tirages fabuleux. La plus diffusée doit être Nature, Sciences, Société. Ça vous donne à peu près l'échelle de la diffusion. Mais du coup, dans un premier temps, j'ai fait une diffusion de proximité auprès des gens qui, œuvrant pour l'ours, avaient à subir l'énorme barrage en face des gens qui disaient mais l'IPHB c'est la solution, et qui notamment étaient confrontés par exemple aux mensonges frontaux et publics dont j'ai donné un exemple tout à l'heure. Et cette diffusion interpersonnelle dans un premier temps, elle a eu un effet. Par ailleurs, l'IPHB a lui-même diffusé auprès de ses partenaires en son sein ces textes, pour montrer la campagne de calomnie dont il était l'objet. Ça aussi, ça a contribué à la diffusion des textes. Donc ça, j'ai eu pas mal de retours pendant cette période-là de personnes qui ont exprimé un soulagement. C'est-à-dire qui ont dit, mais c'est extraordinaire, ces textes, ils écrivent ce que nous, on vit et qu'on ne peut pas dire parce qu'on est minoritaire ou dominé dans la situation politique ou administrative. Et donc, ces textes ont circulé pour dire le non-dit, mais dans une diffusion qui restait informelle. Tu penses à qui, là, Par exemple, aux chargés de mission dans les DIREN, aux gens qui sont dans des associations environnementales, à des gens qui sont... par exemple, aux ingénieurs de collectivités territoriales qui travaillaient pour l'IPHB, qui subissaient tous les jours la torsion idéologique par rapport à la réalité de terrain, donc ce genre de gens. Les choses ont commencé à se transformer. Entre 2000 et 2003, la diffusion a été informelle et il y a eu un certain effet de sapin. En 2003, la situation a changé de manière radicale. Ça s'est pas vu tout de suite, mais elle a changé très fortement, on le voit aujourd'hui, par la suite de 4 ou 5 facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est d'abord que l'IPHB était allé au bout de sa période de conquête et d'offensive. En 2003, il a eu le prix du Sénat de l'innovation institutionnelle dans la concertation locale, ce qui expliquait qu'avant c'était quand même difficile de frontalement sortir en disant monsieur c'est pas juste, et c'était pas utile. Deuxièmement, c'est à ce moment-là qu'un sondage a été fait pour la première fois qui montrait quels étaient réellement les sentiments exprimés par les populations, sous forme de sondage certes, mais ça a eu un impact énorme au regard du dossier de l'ours. Dans un premier temps, l'impact a été faible, mais à terme, ça a eu un impact énorme. Troisièmement, oui, le sondage montrait qu'une majorité très nette, à la fois localement et non localement, souhaitait la présence et la réintroduction des ours. Le troisième élément, c'est que l'opération d'introduction en Pyrénées centrales a créé un champ d'action qui a permis à des acteurs que j'appelle acteurs d'environnement, c'est-à-dire dans la mission principale et d'œuvrer en faveur de l'environnement, de passer à l'action et de repasser à l'action.
Et ensuite, il y a Farid Benamou qui a joué un rôle d'agitateur, militant, chercheur très important pour faire circuler les idées et la réflexion dans le réseau. Et puis, dernier facteur qui a changé complètement la donne, c'est l'apparition en masse du militantisme par Internet. Et si en 2003, l'IPHB a reçu le prix de l'innovation institutionnelle pour le développement durable ou le développement local. En 2006, un site internet qui s'appelle La Buvette des Alpages et qui est consacré essentiellement à la critique de l'IPHB a reçu le prix du blog citoyen. Et donc, on mesure le renversement. Pendant ce renversement, je pense que mes textes ont été une des choses qui a contribué, qui a alimenté en idées la discussion. Ils ont été repris. Ils ont circulé en téléchargement sur le net. Ce qui est certain, c'est on voit bien que quelles que soient les formes de la relation au terrain ou de l'introduction ou de l'action idéale, je dirais, eh bien, elles rencontrent les flux et les reflux de l'action de la société. Là, on est renvoyé à l'exergue de Guy Debord. Il est important, pour conclure donc sur le dossier de l'ours, il faut voir que là, j'ai parlé uniquement du Béarn, mais que de manière plus large, le dossier de l'ours s'est réorganisé autour du dossier d'introduction dans les Pyrénées centrales. Cette réorganisation, elle est, à mon sens, le résultat d'un choix stratégique, au sens fort du terme, c'est-à-dire un choix agonistique entre un directeur de la protection de la nature, qui était Gilbert Simon, et l'IPHB. En 1994, Gilbert Simon, voyant comment se fondait l'IPHB, a fait un constat tout à fait similaire à celui qu'on a fait nous en intervenant, a constaté que c'était plutôt une institution de résistance à la protection de l'ours ou à la gestion même des ours, et a décidé d'ouvrir un deuxième front, ce sont ses propres termes, c'est bien des termes stratégiques, en Pyrénées centrales, pour priver l'IPHB de son exclusivité territoriale sur le problème de l'ours. Aujourd'hui, on voit que cette stratégie a donné des fruits tout à fait extraordinaires, puisque la situation s'est complètement transformée et que le dossier est centré sur cet aspect Pyrénées centrales. Au bout du compte, l'ours apparaît dans cette étude de cas comme un analyseur très intéressant des questions qui m'occupaient, c'est-à-dire la promotion et en même temps l'analyse critique du modèle de gestion négociée, participative et partenariale et d'action collective. Et donc d'où le titre que j'ai mis finalement, c'est l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. C'est-à-dire que c'est bien le traitement du dossier environnemental qui nous donne des enseignements et qui est un analyseur des dimensions sociales et gestionnaires du dossier. Il est important de voir aussi que de manière absolument volontaire, cette intervention, ou ce que je considère comme une intervention, est une contre-intervention. On verra que dans la recherche-intervention, tout autant que dans la manière dont on conçoit les insertions au terrain, la dimension agonistique n'est jamais traitée comme elle doit l'être quand elle est présente. Or là, je l'ai donc prise dans une sorte de volonté démonstrative, en me mettant pratiquement dans cette posture de contre-intervention. Il s'agissait d'abord de contrer l'intervention de 91 d'Henri Olagnon. Comment est-il possible qu'une intervention qui aboutit à un diagnostic écrit faux et qui débouche sur le montage d'une institution qu'on ne peut pas critiquer, ça me paraît problématique qu'une telle intervention soit présentée encore en 2002 ou en 2003 dans un texte d'Henri Olagnon à l'Académie des sciences de Belgique comme la nouvelle référence et la piste innovante pour la gestion des milieux naturels. Il y a un véritable problème de mise en discussion des modèles de gestion. Pour quelqu'un comme moi en sciences de gestion, c'est absolument capital. Si on ne peut pas discuter des modèles de gestion, s'ils ne font l'objet que d'une sorte de promotion, on est complètement en dehors des clous. C'était aussi une contre-intervention face aux études réalisées pour l'IPHB dans un but d'évaluation, d'auto-évaluation de l'IPHB. Vous trouverez ça notamment dans le texte sur la fabrication de l'incertitude. Un des moments très intéressants du dossier, c'est celui où en 2001, l'IPHB a payé un bureau d'études pour évaluer son action.
Et quand on étudie en détail la procédure et les interactions qui ont été liées à cette évaluation, on s'aperçoit que ça n'est pas une évaluation, et on voit dans l'article les aberrations auxquelles ça conduit. Ce point est capital, parce que si on promeut un modèle contractuel, partenarial, qui met les gens autour de la table pour résoudre le problème, les conditions d'évaluation de ces actions en tant qu'actions sont cruciales. Si l'évaluation consiste simplement pour ces gens réunis autour de la table de faire écrire par un bureau d'études ce qu'ils ont envie que les gens pensent à l'extérieur de ce qu'ils ont fait, il y a un véritable problème. Et puis, il y a un dernier point de contre-intervention, c'est que dans cette situation, l'IPHB a exprimé par la voix de son président à de nombreuses reprises et a montré dans les faits, par exemple avec des conflits avec une de vos collègues de Toulouse, que l'IPHB considère qu'il a un droit de contrôle de toute pratique de recherche sur son territoire. Et ça aussi, c'est quelque chose contre lequel, qu'il m'a paru important de contrer par l'action, pas en disant « Ah, c'est scandaleux », mais en faisant. Et donc, cet aspect de contre-intervention, il débouche sur des questions que j'ai écrites pour vous, parce que, en fait, les modes d'intervention de terrain qui sont généralisés depuis une vingtaine d'années, conduisent par exemple à ce qu'on considère comme naturel que les recherches soient pilotées par des instances qui sont au fond des tours de table de notables qui se présentent comme locaux. Est-ce que c'est vraiment normal ? Jusqu'où on peut considérer comme universel un modèle de pilotage de la recherche dans lequel on cherche de manière volontaire un contrôle par des tours de table de notables locaux ? Jusqu'où est-il admissible qu'une instance politique comme l'IPHB, qui est un syndicat de collectivités territoriales, exerce un contrôle de l'accès des chercheurs à l'investigation et à l'expression au sujet de son terrain et de son territoire ? Jusqu'où les chercheurs sont-ils fondés à se présenter comme neutres ou comme accompagnateurs de la résolution commune d'un problème ? Et est-ce que la situation actuelle de pouvoir institutionnel sur la recherche permet de traiter les problèmes de l'interface agriculture-environnement correctement ? Est-ce qu'elle permet même de les poser ? Là, je vous renvoie à des textes que Xavier et moi avons écrits il y a 4 ou 5 ans pour préparer le programme Biodiversité et Agriculture, DIVA, et qui montre comment les orientations, les tropismes institutionnels des institutions de notre champ, comme l'INRAS et Magref ou d'autres, qui sont très agricoles dans leurs orientations, conduisent à scotomiser l'espace de réflexion et de problématiques des recherches sur l'interface agriculture-environnement. Voilà le genre de questions que j'ai essayé de poser en acte, c'est-à-dire en langage cas. L'intervention, c'est un langage, c'est pas une pratique qui est ailleurs que dans la théorie. Donc ça, c'était ma présentation un petit peu rapide de cette intervention sur l'ours. Pour le dossier lui-même, je vous renvoie plutôt au texte, et puis à d'autres textes aussi autour de la table. Il y a plein de gens qui ont produit des textes sur l'ours. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde, on va partir, pour mettre ça en discussion, du modèle de référence qu'est la recherche-intervention. Ce modèle de référence, pour le décrire, je vais m'appuyer sur un texte que je trouve très bon, qui est un texte écrit par Albert David dans un ouvrage qui lui aussi est très bon, qui s'appelle « Les nouvelles fondations des sciences de gestion » par donc David, Hatchuel et Romain Laufer. Je vais être un peu exhaustif, mais c'est important pour fonder la discussion sur ces recherches-interventions. Et le chapitre de David est très bien fait parce qu'il est très bien documenté. Il a essayé d'extraire de toute une littérature assez diverse tous les principes qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la mise en pratique et dans la discussion de ces recherches-interventions. Donc je vais m'appuyer sur ce travail, je vais m'appuyer de manière critique, mais parce que c'est un très bon, c'est une vraiment bonne référence. Alors, 5 principes dans ce texte sont d'abord affichés. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? De comprendre en profondeur le fonctionnement du système, d'aider à définir des trajectoires possibles, à en choisir et en réaliser une. Il s'agit de types de recherche où la production de connaissances se fait dans l'interaction avec le terrain. Pour que la recherche-intervention marche, il faut que le chercheur s'autorise à parcourir différents niveaux théoriques de manière libre.
Et puis, les 2 points clés de la recherche-intervention, c'est de répondre à la question qu'est-ce qui justifie le caractère normatif de l'intervention du chercheur, qui est inévitable à partir du moment où elle a des conséquences pratiques. La réponse de la littérature, c'est 1. Des principes scientifiques, la recherche de la vérité. 2. Le principe démocratique que constitue un égal respect des acteurs. Quelles conséquences? On va voir qu'ils sont déclinés, ces principes. Quelles conséquences pour le chercheur intervenant? D'abord, en prenant cette posture, il rentre dans un apprentissage croisé avec le praticien réflexif de Shawn. Donc le chercheur intervenant de Hatchwell rentre en dialogue ou en collaboration avec le praticien réflexif. Ensuite, et ce sera un point clé, cette phrase, le chercheur intervenant et les acteurs avec lesquels il travaille forment un groupe d'acteurs engagés collectivement dans un processus d'apprentissage. Dans ces conditions, le chercheur devra pouvoir s'analyser lui-même en train d'agir. Je reviendrai sur toutes ces formules parce qu'elles sont cruciales pour la discussion qui nous occupe aujourd'hui. Et puis, on revient encore sur la question cruciale de la légitimité du chercheur comme concepteur-prescripteur et des conditions dans lesquelles les connaissances issues de l'intervention pourront être considérées comme scientifiques. Ça, c'est un des grandes pierres d'achoppement de la recherche-intervention. Je vous renvoie par exemple au livre de Liu, qui est très intéressant là-dessus. La recherche-intervention a l'impression d'être sans cesse soumise à une sorte de pilonnage critique qui lui fait dire que son niveau d'investissement dans l'action jette une suspicion, un doute sur le caractère scientifique ou la valeur scientifique ou le niveau scientifique des résultats obtenus. Troisième et dernier transparent de présentation des principes que David dégage à la fois de sa pratique et de la littérature, ça veut dire pour lui que le chercheur intervenant doit mettre dans sa boîte à outils, je reprends ces mots, d'abord des principes épistémologiques, et ces principes épistémologiques, David les emprunte à Hatchwell. Il y a un principe de rationalité accrue, qu'on discutera tout à l'heure, un principe d'inachèvement, qui est très partagé aujourd'hui dans nos milieux, qui consiste à dire on ne doit pas préjuger d'avance de la question et des réponses. Il faut laisser la trajectoire commune se faire entre le chercheur et les acteurs. Il ne faut pas dire au départ quelle est vraiment la question à laquelle il faut répondre ou quel est le résultat auquel on veut aboutir. Principe de scientificité, principe d'isonomie, c'est le fait d'appliquer la même norme à tous, et donc c'est, répété autrement, la question de dire que c'est une écoute, un respect égal des différents acteurs dans leur propre normativité, qui est le garant épistémologique du travail. Et puis, il y a ce que Hatchwell appelle le principe des 2 niveaux d'interaction. On retrouve des éléments précédents. Il y a d'un côté le dispositif d'intervention, qui est un dispositif pratique, où le chercheur s'engage dans la pratique avec les acteurs. De l'autre côté, il y a une démarche de connaissance dans laquelle le chercheur est intégré dans son milieu de recherche. Dans sa musette, le chercheur intervenant doit avoir des théories, des concepts et grilles d'analyse. Il doit mettre en œuvre un dispositif expérimental. Donc, ça, c'est un thème clé de la recherche-intervention. Quelles sont les procédures d'intervention qui permettent de gérer les multiples tensions d'inscription dans le terrain et de relations entre académie et terrain que suppose la recherche-intervention, et des règles méthodologiques, il y en a 3 sur lesquelles on reviendra. Ce passage en revue, il s'appuie essentiellement sur les mouvements de recherche, de la recherche-intervention, de la recherche-action, de l'action research, etc. Mais si on réfléchit à ce qu'on fait dans nos travaux, dans les sphères, INRAS, Maghreb, CIRAD, ou tout ce qui tourne sur l'environnement et le rural, on s'aperçoit que ce modèle concret d'intervention va bien au-delà de la simple recherche-intervention. En fait, l'essentiel de ces éléments, à la fois normatifs, conceptuels et pratiques, ont été assimilés et mis en pratique par les chercheurs. Ou du moins, ils essayent de l'être. On verra que ça a une influence énorme, par exemple, pour les recherches contractuelles. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde une démarche de recherche-intervention, il est très important de regarder quelle est la constitution des instances
qui sont en jeu dans l'intervention. Donc, la littérature est très bonne là-dessus, sous des formes diverses. On voit qu'il y a une instance commanditaire, un problème désigné, un groupe terrain, c'est-à-dire les acteurs avec lesquels va travailler le chercheur, une équipe d'intervention, ça va de soi, et un groupe contrôle, c'est-à-dire le groupe au sein duquel l'équipe d'intervention rend compte sur son intervention elle-même, en dehors du commanditaire et des acteurs de terrain. Mais je rajouterais qu'on tend à ne pas voir que la situation d'intervention, elle s'inscrit aussi dans un champ plus large, à la fois dans un domaine d'action pratique. Par exemple, quand le centre de gestion scientifique de l'école des mines fait des recherches chez Renault, il n'y a pas simplement une situation contractuelle locale entre un atelier chez Renault et un doctorant du centre de gestion scientifique. Il y a aussi un réseau de collaboration structurelle entre l'école des mines, le corps des mines, et puis les grandes industries issues de l'industrie publique. Et donc, et dans notre champ à nous, je pense que ce point-là est capital pour l'analyse institutionnelle de nos propres pratiques. Ne voir que la dimension contractuelle du projet elle-même, sans voir comment elle s'inscrit dans un système de normes qui régule la manière dont ces choses-là se font, ce serait s'interdire d'analyser les choses correctement. Donc, ce modèle est très répandu, il a de nombreuses variantes. Je passe sur la technicité de ces recherches-interventions qui est très intéressante pour revenir à l'idée que j'ai déjà exprimée, que ce modèle va au-delà des sciences de gestion aujourd'hui et qui s'étend à une vaste gamme de recherches dont beaucoup nous concernent, surtout ceux d'entre nous, et ça doit être la quasi-totalité, qui sont engagés dans des recherches contractuelles avec des commanditaires qui demandent aussi des comptes sur le plan pratique. Mais voilà, donc on essaye de transposer. On va avoir une instance commanditaire, un groupe de pilotage, un terrain, une équipe d'intervention, groupe de contrôle, moins. Et puis nous aussi, on est des opérateurs dans un champ qui est quand même sacrément structuré. Cette transposition, elle pose problème, et ces principes de recherche posent problème, et là on arrive à ce qui va constituer les points essentiels de l'analyse que je vous propose. D'abord, il y a un problème d'échelle. Quand j'interviens sur le dossier de l'ours, je ne suis pas comme quelqu'un qui essaye de résoudre un problème de dysfonctionnement des machines dans un atelier où en 2 ans on peut arriver à un résultat. C'est déjà difficile dans le cas de l'atelier, mais dans le cas de l'ours, c'est un dossier qui se déplie sur 25 ou 30 ans, et donc n'importe quelle recherche, n'importe quelle intervention est petite par rapport au système sur lequel il s'agit d'intervenir. Elle est petite dans la durée, dans l'espace, parce que ce sont des systèmes énormes. Ça va jusqu'à Bruxelles, les vallées béarnaises, quand il s'agit du dossier de l'ours. Et puis, l'échelle organisationnelle, il s'agit d'un système organisationnel dont la complexité n'a rien à voir avec le service contrôle qualité d'une industrie. Donc il y a des difficultés de mise en œuvre. Mais ce ne sont pas seulement des difficultés. C'est conflictuel. Le problème, à mon avis, le principal, c'est le fait qu'en fait, ce modèle ignore, minore ou traite les questions politiques et la dimension conflictuelle qui porte sur les directions même à donner aux objectifs collectifs. Ça ne se pose pas de la même manière quand il s'agit d'un atelier de production d'automobiles et quand il s'agit d'un problème politique, comme le problème de la pollution de l'eau, le problème de l'ours, tous les problèmes qui nous occupent nous. Et donc, tout notre travail à nous, il repose depuis des années sur le fait qu'il faut partir de cette dimension politique et agonistique pour concevoir les conditions de l'intervention. Et du coup, on est engagé depuis des années aussi dans la recherche de solutions appropriées et dans de très fortes incompréhensions avec d'autres chercheurs qui, eux, sont dans un effort de transcription directe du résoudre les problèmes ensemble face à l'incertitude qui est inspiré par la recherche en organisation. Donc, ce qui est important, c'est de voir que pour intervenir dans un champ politique, on ne peut pas intervenir de l'extérieur, ça n'existe pas, et donc il faut remettre en discussion les fondements même du modèle de recherche-intervention qui, à mon avis, conduisent à remettre en discussion aussi les fondements partagés dans nos milieux sur les conditions de l'intervention sur le terrain. Alors allons-y, on va reprendre les formulations de David parce qu'elles sont et de Hatchwell parce qu'elles sont très bonnes, et on va regarder en quoi
Elles sont limitées pour les questions qui nous intéressent et on va proposer, je vais vous résumer les solutions ou les orientations qu'on propose par rapport à ça. Premier problème, le plus important. Le chercheur intervenant et les acteurs avec lesquels il travaille forment un groupe d'acteurs engagés collectivement dans un processus d'apprentissage. Il y a une question qui se pose, qui est au cœur de toute la critique, c'est la suivante. Est-ce que ce groupe, c'est l'ensemble du collectif? Est-ce qu'on peut dire que le chercheur travaille avec l'ensemble de la communauté concernée par le problème? Ça, c'est hypothèse 1. C'est l'hypothèse implicite du résoudre ensemble, etc. Ou bien, est-ce que les acteurs avec lesquels travaille le chercheur sont un groupe, un réseau, une partie prenante ou un groupe de parties prenantes face à d'autres réseaux, d'autres parties prenantes qui ont d'autres enjeux, d'autres désirs, d'autres passions que les compagnons que le chercheur veut accompagner. Cette question est complètement cruciale. C'est sur la réponse dichotomique à cette question que peuvent se fonder une approche assumée de l'intervention. Quels sont les problèmes qui vont se poser? Si le groupe est pris comme représentatif de la communauté, on sait depuis des années avec les travaux d'Olivier de Sardan que ça n'est qu'une approximation, que ça n'est que par approximation qu'on peut considérer que n'importe quel groupe de partenaires acteurs représente tout le monde. Et ce que j'ai montré dans la conférence, la clôture par laquelle on constitue un groupe qui représente tout le monde devient la machine à exclure, par laquelle on crée l'apparence d'un travail pour résoudre tous ensemble un problème, alors qu'en fait on est engagé dans un conflit pour exclure de la résolution du problème certains types d'acteurs sociaux. Et alors dans les cas qui nous intéressent, c'est essentiellement les acteurs porteurs des causes environnementales qui sont sous pression d'exclusion, de dévalorisation, de déshumanisation, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans une conférence antérieure, tout simplement parce que cette question-là n'est pas prise en charge. Si, au contraire, le chercheur assume le fait que les acteurs avec lesquels il travaille sont un parti parmi d'autres, dans une situation qui est toujours cosmopolitique, à ce moment-là, le modèle d'apprentissage et d'action collective est à revisiter à fond, puisqu'il porte en son sein beaucoup d'hypothèses qui reposent sur l'idée qu'on travaille pour tout le monde. La voie de recherche que je suis depuis des années et que le groupe de recherche suit, elle consiste à dire voilà, le cas général, c'est pas du tout le chercheur qui travaille pour tout le monde, il faut assumer le fait que le chercheur est partie prenante dans la formation et l'action stratégique d'un réseau, avec les connotations réseau socio-technique ou collectif cosmopolitique, mais de manière plus large aussi ou plus triviale, d'un réseau face à d'autres réseaux actuels ou potentiels concernés par le problème. Quand le chercheur se présente comme accompagnant un collectif institué qui représente la communauté, il doit assumer le fait que cette position revient à être l'allié de l'opérateur de pouvoir régulateur, c'est-à-dire que de fait cette position le place dans l'intérêt particulier du gouvernant, de l'instance gouvernante. Alors selon les terrains, ça va être le préfet, le président du conseil général, le président de l'IPHB. Les postures de médiation sont des postures d'adhésion, dans le cas je vais à grands traits, sont à assumer comme des postures d'adhésion au projet gouvernemental. À partir de là, et elles sont donc un cas particulier de l'engagement dans un réseau face aux autres réseaux. C'est cette posture-là qui est en rupture avec les cadrages, les pratiques, les conceptions et je pense aussi les intérêts de la majorité des chercheurs du champ et qui explique les difficultés de discussion qu'on a parfois sur ce point. Sur le plan des fondements de l'intervention, ça revient à dire que l'isonomie est soit impossible, soit inadmissible. Lorsque un chercheur nous dit que sa légitimité à intervenir se fonde qu'il traite à égalité les différents acteurs, ça suppose qu'il sache qui sont les acteurs et en quoi consiste l'égalité. Alors on peut décliner cette croyance avec des mots différents selon les cadres théoriques sur lesquels on s'appuie, mais dans tous les cas, ça revient à dire que le chercheur qui se revendique de l'isonomie
connaît quel est le juste équilibre du collectif politique. Et donc, on aboutit à des embarras ingérables avec le principe d'isonomie. Comment le chercheur connaît quel est le juste équilibre? Qui décide quelle est l'égalité de traitement entre les acteurs? Qui a tracé le périmètre du collectif? Donc, l'isonomie, elle est équivalente à l'adhésion au projet gouvernemental. Dire ce que constitue un traitement égal, c'est rendre la justice, et qui rend la justice, c'est le régnant sous son chêne. Donc, le principe d'isonomie est l'expression de l'adhésion au projet gouvernemental. Dans le cadre de la gestion d'entreprise, on peut difficilement faire autrement, parce que des chercheurs qui interviennent dans une entreprise privée, ils ne sont pas légitimes à rentrer en compétition, à rentrer en concurrence normative avec le commanditaire de l'entreprise. Ils peuvent l'être. On peut aller dans cette direction critique, et c'est ce que fait un des courants de recherche en gestion. Mais on peut considérer que l'approximation est tenable. Mais dans un champ politique où les chercheurs sont partie prenante de la discussion démocratique sur les orientations à donner pour l'avenir, alors cette posture est à assumer comme une des postures partisanes parmi d'autres. Donc, au fond, le principe d'isonomie pose problème. On ne peut pas le conserver. Et donc, il faut lui substituer un autre principe, qui est le principe que j'appelle d'idionomie, c'est-à-dire que chaque chercheur doit assumer les référentiels normatifs qui sont les siens, qu'il partage avec certains acteurs et qui constituent une posture, un regard, une perspective parmi d'autres sur la société. Et si on passe du principe d'isonomie au principe d'idionomie, le principe d'isonomie n'étant d'ailleurs qu'un seul, étant l'idionomie du régnant, alors tout bascule, tous les principes de la recherche-intervention basculent, et à travers eux, on voit aussi que toutes les pratiques qui sont aujourd'hui présentées comme allant de soi au nom du modèle de l'apprentissage et de l'action collective basculent également. Par exemple, je reprends quelques-uns des termes qu'on a vus avant. Le but du travail, c'est de comprendre en profondeur le fonctionnement du système, d'aider à définir des trajectoires possibles, à en choisir et en réaliser une. C'est bien ce que... Alors, tout le début, c'est bien ce que proposait, par exemple, le rapport ASCA sur l'ours. Quel est le fonctionnement du système? Un diagnostic approfondi. Quelles sont les trajectoires possibles du système? Mais un problème se pose quand il s'agit de choisir et de réaliser une. Quand le chercheur travaille pour tout le monde, il aide le collectif à choisir, on est d'accord. Quand le chercheur travaille pour un réseau qui n'est qu'un des réseaux en lutte pour la détermination des orientations du collectif, il ne s'agit plus de choisir, il s'agit de promouvoir. Et donc il faut assumer le fait que, à la fin de la phrase, il s'agirait de dire à en promouvoir et à participer à la réalisation pratique d'une. Que devient la légitimité du chercheur? Alors, là encore, les principes scientifiques, oui, mais la recherche de la vérité, là j'ai un problème. La recherche de la vérité, dès lors qu'il n'y a plus un sujet unifié, collectif de l'action pratique, dès lors que les chercheurs sont répartis entre des réseaux différents qui ont des relations en partie agonistiques, là la question de la vérité, ça devient un enjeu, ça ne devient plus une référence. Et donc on va avoir recours à d'autres taquets épistémologiques qui vont être par exemple l'effectivité des prises sur la réalité, le rejet de l'erreur et du mensonge plutôt que la quête de la vérité, la clarification des préférences comme étant un des objectifs majeurs de la recherche elle-même, et l'établissement des liens entre les hypothèses scientifiques et les préférences politiques comme étant aussi un des objectifs de la recherche. Cet espace de travail-là, qui est celui dans lequel on travaille depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, est très différent par beaucoup d'aspects de celui dans lequel les travaux sont mis en discussion, et ça explique aussi une bonne partie des malentendus. Si je citais Deleuze, là je dirais que le problème c'est pas de chercher la vérité, c'est de lutter contre la connerie. La bêtise, il dit.
Ensuite, on va avancer un peu plus vite pour montrer qu'un autre principe qui est affiché toujours comme principe qui défend les pratiques existantes d'insertion dans les terrains pour les recherches finalisées sur agriculture et environnement, c'est le principe d'inachèvement qui en lui-même est très important. Il est important pourquoi ? Parce qu'il est évident que si on entre dans une démarche de recherche impliquée en sachant exactement où on va arriver et comment on va y arriver, on n'est pas dans une recherche impliquée, ou alors on n'est pas dans une recherche. Et en revanche, le problème, le principe ne peut pas être accepté tel quel si le chercheur ne travaille pas pour un collectif qui embrasse tout le monde en même temps. Pour une raison qui est la suivante et que nos terrains nous ont permis de voir souvent à l'œuvre. C'est le fait que si le chercheur travaille seulement pour un réseau parmi d'autres réseaux, pour une force parmi d'autres forces, eh bien, le principe d'inachèvement crée une dissymétrie de pouvoir majeure entre les réseaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que il va permettre d'interdire aux autres réseaux d'exprimer quelques revendications environnementales ou sociales que ce soit, puisqu'elles reviendraient à spécifier des résultats attendus. Et elle va permettre d'introduire dans la recherche, mais sans le dire, les revendications et les exigences de résultats du réseau socio-technique dans lequel le chercheur, au service duquel le chercheur s'est mis. Et donc, le principe d'inachèvement, dès qu'on sort du cas de figure où on peut vraiment dire que le chercheur travaille pour tout le monde, devient un principe de lutte et un principe de rhétorique pour empêcher les autres. C'est un principe antipluraliste. Et par ailleurs, un principe qui débouche sur l'implicitation de la situation de revendication sociale et sur la vraie situation de négociation que mettrait au contraire en relief la controverse entre des chercheurs qui assument leur inscription dans des constitutions de réseaux antagonistes ou négociateurs. Point crucial, qui sera pratiquement mon point sur lequel je terminerai, mais il y a plusieurs transparents, c'est le fameux problème du double niveau. Donc quand on lit la littérature sur l'interaction, et quand on regarde les problèmes pratiques, par exemple, quand on lit les textes, toute l'expérience de réflexion là-dessus du SAD, on voit bien que cette dualité des niveaux d'intervention se traduit par un problème. Il s'agit de faire deux choses. Intervenir et régler les problèmes et faire de la recherche. Deux choses. Et ce fait de faire deux choses se traduit par un supplément. Ça va être plus difficile. On va avoir les mêmes ennuis qu'un chercheur, mais en plus on va devoir s'impliquer. Ou bien on va s'impliquer, mais en plus on va devoir se peler les problèmes académiques du chercheur. Et ça se traduit par une tension. Et on a des années de littérature, d'expérience sur les manières de concilier, d'articuler, de codifier, de justifier cette dualité. Ma propre position, depuis très longtemps, consiste en un refus radical de cette dualité et donc du principe de double niveau avancé par la littérature. On ne fait jamais qu'une seule chose. Et donc là, j'ai remis la situation de Deleuze qui était en exergue de l'ensemble du cycle de conférences. La théorie est elle-même une pratique, autant que son objet. Elle n'est pas plus abstraite que son objet. C'est une pratique des concepts et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquelles elle interfère. Et donc, il faut fonder nos approches sur le refus radical du principe de double niveau. Et pour faire ça, je vous propose les principes théoriques suivants ou les axiomes suivants. Premier axiome, il n'y a pas de recherche non d'intervention. Ça aussi, c'était un des points de la séance RES 1. Il n'y a pas de recherche qui puisse se dire plus intervenante ou moins intervenante ou plus ou moins fondamentale qu'une autre. Les seuls enjeux de discussion, je ne suis d'accord pour qu'aucun chercheur ne me dise tu es plus appliqué que moi ou tu es plus impliqué que moi. Tous les chercheurs sont autant impliqués les uns que les autres. Donc, les questions dont il s'agit de discuter sont complètement autres. 1. Quelle est l'intervenance objective de l'action du chercheur par rapport à une situation ? Quand je dis objective, il est évident que la réponse n'est évidemment pas unique. On peut en discuter de cette intervenance objective. Oui, je propose le concept d'intervenance pour, à partir du moment où il n'y a pas une différence entre la recherche-intervention et d'autres recherches,
il faut, pour toutes les recherches, s'interroger sur leur intervenance, c'est-à-dire ce en quoi elles sont, à égalité des recherches-interventions. Il faut discuter du point jusqu'auquel les chercheurs assument ou pas par rapport aux autres l'intervenance de leur propre recherche. Il faut discuter du fait de savoir s'ils sont conscients ou pas de leur intervenance, et puis s'ils ont un design actif de cette intervenance ou pas du tout, si au contraire ils s'en remettent à d'autres choses. Et donc, lorsque on est dans une pratique de la recherche-intervention à double niveau, je prends ça comme un signe d'analyse de l'institution. Ça veut dire que là où les chercheurs sont obligés de s'organiser pour gérer deux niveaux en même temps, ça veut dire que l'institution est sortie de la situation. Alors là, je saute sur les termes qui ont été exposés dans une séance avant. En gros, les chercheurs qui sont dans cette situation, c'est parce qu'ils sont dans une institution où les objectifs pratiques, les politiques qui soutiennent et les actions de recherche qui soutiennent ne sont plus alignés. Je vous prends 3 exemples. Des chercheurs du CEA qui travaillent sur l'influence des rayonnements ionisants sur la structure physique des vers à long terme sur des siècles. Ils font de la recherche fondamentale. Mais leur recherche, elle n'a pas de sens en dehors de la problématique du stockage des déchets radioactifs. Leur intervenance, elle est on ne peut plus claire. Ils sont partie prenante de la sociotechnie de la gestion des déchets radioactifs. Des chercheurs de l'INRA qui travaillent sur la transformation des molécules XY dans le complexe argilo-humique. Ils font de la recherche fondamentale, à leurs yeux, si on les compare à des chercheurs du SAD, par exemple. En fait, ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action de développement d'une agriculture fondée sur des flux de produits chimiques à l'interface sol-plante. Dernier exemple. Sur les questions agriculture-environnement, la recherche de Busca et Salles, dans le cadre de concertation et environnement, qui a mis en évidence le fait que la mise en œuvre du PMPOA le privait complètement sur le terrain où ils ont étudié de toute efficacité environnementale. Cette recherche ne s'affiche pas du tout comme recherche-action, mais je pense qu'elle a un effet d'action plus fort que beaucoup de recherches qui ont été à grand-peine négociées comme recherche-action dans nos contextes institutionnels. Pourquoi elles ne s'affichent pas comme recherche-action ? Tout simplement parce que Busca et Salles, étant universitaires, n'ont pas de contradiction à gérer entre leurs préférences normatives, leurs quêtes théoriques, leurs moyens de soutien et la manière dont ils travaillent. Et donc, un des points qu'on a développé, c'est il faut maintenant créer les grilles d'analyse, les vocabulaires, etc., pour dire ces choses et pour assumer ces choses. Alors, un des points clés qui explique que c'est difficile de discuter sur les travaux concrets et pour lequel on est rentré là dans cette discussion plus théorique parce qu'on pense que la situation est mûre, c'est donc une des solutions, c'est que le chercheur décide de poser lui-même explicitement son référentiel normatif. C'est-à-dire qu'il prenne sur lui de se réinstituer en alignant lui-même la perspective d'action, la perspective institutionnelle et le reste. Évidemment, c'est ce geste qui fonde nos travaux et n'est pas facile. Il génère des résistances tout à fait énormes et il génère aussi des incompréhensions théoriques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on refuse l'institution de l'autre comme cherchant, eh bien, on ne peut pas s'autoriser à comprendre ni ses concepts, ni son langage, ni sa syntaxe. Sans ça, on est foutu. On revisite aussi un des concepts clés à la fois de la recherche-intervention et de l'état actuel de la réflexion sur les postures du chercheur. Quand j'écoute les gens dans CDE, il est clair que dans le programme CDE, j'observe avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la concertation décision-environnement, où il y a beaucoup d'équipes de recherche en sciences sociales qui sont sur des postures un peu différentes. Ça fait 6 ans que j'observe et que j'accompagne une diversification progressive par rapport à l'hégémonie initiale du modèle apprentissage-action collective. Et je vois que, et ce séminaire en est aussi un effort, que petit à petit, le thème que le chercheur, il faut quand même qu'il regarde sur quoi il est posé, comment il est habillé et jusqu'où la merde lui monte par rapport à l'institution où il est, cette question-là est quand même à poser. Le principe affiché par la recherche-intervention, la formule est merveilleuse, le chercheur devra pouvoir s'analyser lui-même
en train d'agir. Alors là, on n'est plus dans le savoir-pouvoir, on est dans le devoir-pouvoir. Alors jusqu'où le chercheur peut s'engager dans une démarche d'auto-analyse? Jusqu'où il doit? Jusqu'où il peut? Est-ce qu'il peut ce qu'il doit? Et est-ce qu'il doit ce qu'il peut? Allons directement à la conclusion. Là, je pense que la discussion sur ces thèmes sera ouverte et intéressante. En tout cas, une chose pour moi, la base non négociable, c'est que l'auto-analyse du chercheur est 1. Nécessaire, 2. Pas suffisante, 3. Elle n'est pas opposable au tiers, c'est-à-dire que je ne suis pas prêt à ce qu'un chercheur me dise j'ai complètement réfléchi aux tenants et aboutissants institutionnels, politiques et pratiques de ma recherche, donc toi, tu n'as pas le droit de dire des trucs là-dessus. En revanche, je vous renvoie au texte de la conférence initiale. Il est vital qu'on ne retombe pas dans les errances des années 60 et 70 et qu'on tire de ça le fait de s'autoriser à dévaloriser de manière frontale, brutale et totale les approches des autres en prenant des appuis normatifs avec des arguments massus. Sans ça, on va arriver à ce qui a conduit à la mort de la période de la sociologie critique, qui a conduit à la réaction très positive qu'ont constitué les sociologies de l'Empire du Sens. Et donc, ce principe, cette plateforme est à manipuler avec beaucoup de précautions. Il est hors de question de retomber dans les errements. Et pour ne pas y retomber, il va falloir se donner, et on essaie de le faire, de nouveaux appuis théoriques. Au total, il faut aussi se remettre en question l'idée que l'essentiel du problème, c'est de concevoir une bonne procédure d'intervention. Avec le cas de l'ours, sans le dire, j'ai essayé de montrer que on était obligé d'envisager de sortir des situations dans lesquelles, disons, des dispositifs méthodologiques contractualisables, de la sous-traitance et de l'accompagnement, que tout un pan de l'intervenance de la recherche doit être assumé sur d'autres bases, sur la base d'interventions qui sont fondées par le chercheur lui-même et dans lequel il assume la réalité de la situation institutionnelle, au lieu de simplement essayer de créer une néo-institution de pilotage qui, d'une certaine manière, dispenserait de la critique des fondements institutionnels sur lesquels s'appuie la recherche. Et donc là, on entre de plein pied avec les autres volets de nos travaux sur l'analyse stratégique. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec l'ours. En conclusion, je considère que au-delà du cas de l'ours, on est en train de passer le point d'apogée du modèle apprentissage et action collective, tous ensemble, face à l'incertitude qui constitue le modèle hégémonique actuel. C'est un modèle qui a apporté beaucoup de choses, c'est un modèle qui a encore beaucoup de choses à apporter, mais dont la relativisation est aujourd'hui le point clé d'ordre du jour. Et donc, il va falloir trouver un nouveau pacte critique qui permette d'asseoir des positions critiques non unitaires, des positions critiques pluralistes, parce que vous avez bien vu que je pars de l'idée qu'il va falloir renoncer à l'idée que les chercheurs roulent pour tout le monde ou qu'ils roulent tous pour les mêmes causes. Nous sommes aujourd'hui aux limites des postures de soulagement, pardon, c'est pas les modèles, c'est les postures de soulagement de l'Empire du Sens que j'ai essayé de caractériser dans la conférence initiale. Et il va falloir maintenant qu'on travaille pour assumer le fait que toutes les recherches agissent et que ne pas agir, c'est encore agir. Ne pas agir, c'est agir. Dans un champ politique, ne rien faire, c'est encore une manière de faire. Comment dire, le dossier de l'ours, c'est un langage, mais le débat est un débat d'une portée très large.